Bonsoir tout le monde. Je suis Julie Clich, directrice de l'école secondaire de l'Agora. Bienvenue à nos premières portes ouvertes virtuelles du CSSMV. Alors, évidemment, ça va être une soirée où nous sommes cobayes. Alors, on espère que tout va bien se dérouler. On est préparés. Inquiétez-vous pas, là, si jamais il y a quelque chose qui coupe, on va revenir rapidement. Donc, bienvenue. C'est un grand bonheur là, de vous faire visiter notre école aujourd'hui, de répondre répondre à vos questions et vous parler de notre école de façon générale. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter mes partenaires là, ce soir, mes collègues qui vont présenter notre école secondaire de l'Agora. Alors, je vais passer la parole à Isabelle pour qu'elle puisse se présenter. Bonsoir, mon nom est Isabelle Proulx. Je suis directrice adjointe de l'école secondaire de l'Agora et ai eu le bonheur d'y enseigner pendant presque 20 ans, puisque j'y suis depuis 1999. Je passe maintenant la parole à notre autre collègue, André. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être présent pour cette soirée porte ouverte. Je suis enseignant de musique et je suis un des plus anciens enseignants de l'école. Alors, ça me fait plaisir d'être présent avec vous. Je repasse la parole à Julie. Alors, rebonsoir. L'école secondaire de l'Agora, c'est une école alternative, donc une école qui fonctionne en pédagogie par projet. Ce qu'il faut savoir au sujet de notre école, c'est qu'on cohabite également avec une école primaire, l'école alternative Tourterelle. Donc, on a des élèves de la maternelle à la 5e secondaire. Ensuite, ce soir, on va vous parler des grandes caractéristiques de notre école. Donc, on a déjà dit la pédagogie par projet, le coaching, philo jeune, les périodes décloisonnées, l'apprentissage continu, nos options artistiques, ainsi que notre cursus orientant. Alors, notre école est située dans le nouveau Greenfield Park, tout près de l'école Pierre-Laporte. Alors, si jamais vous savez où c'est pas très loin non plus de l'école secondaire Monseigneur Parent. On va vous parler maintenant de notre projet éducatif. Alors, l'école secondaire de l'Agora est membre du REPAC, qui est le réseau des écoles publiques alternatives du Québec. Parmi nos valeurs là, qui nous tiennent à cœur, on a le respect et l'humanisme, l'engagement personnel et l'innovation, l'autonomie et la responsabilité, la démocratie et la coopération. Nos 3 grandes orientations dans notre projet éducatif sont les suivantes. Alors, agir pour favoriser la réussite de tous les élèves par une approche éducative innovatrice, soutenir le développement de l'autodétermination chez l'élève. Alors, l'autodétermination chez l'élève, c'est en fait de lui donner du pouvoir sur ce qu'il apprend et sur comment il apprend. Et finalement, accompagner l'élève dans sa démarche à mener à terme des projets qui lui permettent de s'épanouir et de contribuer activement à la société. Je passe maintenant la parole à ma collègue Isabelle. Alors, pour poursuivre, on pourra traiter d'abord de la capacité d'accueil de nos élèves. On va juste attendre le retour du diaporama qui s'en vient. On l'a dit, là, on est en projet. Comme nos élèves sont en projet à l'école, on diffuse en direct. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits bugs techniques. Donc, notre école, grosso modo, on parlait tout à l'heure du fait que c'était une école qui, dans le même bâtiment, accueillait des enfants du primaire et du secondaire. On a quand même 2 écoles distinctes. Donc, on a l'école Tourterelle, qui est une école primaire, qui ne nous concerne pas ce soir, et notre école, l'école secondaire de l'Agora, qui accueille 350 élèves maximum, soit environ 3 groupes par niveau. On dit environ parce que pour pouvoir équilibrer, il est possible que certaines années, on accueille 2 groupes de première secondaire et d'autres années, 3 groupes. Le diaporama sera bientôt de retour. D'ailleurs, une chose qui est intéressante au sujet de notre école alternative, c'est que depuis janvier 2020,
on est abrité dans un tout nouveau bâtiment. Donc, une installation qui a été faite pour nous, expressément, avec nos besoins pour répondre justement à tout ce qu'on a de particulier au sujet de notre pédagogie du projet. Je regarde à côté parce que j'attends de voir si le diaporama va arriver. Donc, dans ce nouveau bâtiment-là, que le Centre de services scolaires nous a offert. On trouve entre autres des locaux de projet où les élèves peuvent se rencontrer pour travailler en sous-groupe. On a un espace qui est très, très lumineux qu'on appelle la place publique, que vous pouvez voir dans la vidéo qui a été produite par le centre de service, justement, dans lequel il y a une belle grande valorisation du bois et une superbe œuvre. On a à l'intérieur des classes un ameublement flexible, donc des tables hautes, des tables basses, des bureaux. On essaie de créer des espaces de collaboration pour que les élèves puissent être outillés pour travailler le plus possible en équipe, puis en coopération. On a un gymnase combiné avec une scène, parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont produits à l'école. Voilà, le diaporama est de retour. On va juste revenir vers l'arrière. André, si tu peux. Es-tu capable de revenir avec tes flèches? Ouais. Encore un peu. OK, ça va. Hey, donc, il est de retour. Donc, la prochaine. Parfait. Alors, pour continuer, on a évidemment, puisqu'on a des options artistiques, des locaux qui sont propres à ces options artistiques-là. Donc, il y a un grand local de musique, un grand local d'art plastique, de même qu'un local de cinéma pour pouvoir aller faire du montage. Les locaux de cinéma et de musique sont équipés de cubicules, en musique pour pouvoir aller pratiquer ou enregistrer, puis en cinéma pour aller tourner et faire du montage en sous-groupe. Au niveau de notre équipe école, on est une petite école, donc une petite équipe, mais une équipe très bien garnie. C'est la raison pour laquelle on l'affiche à l'écran. Donc, cette équipe-là, elle est garnie d'environ entre 25 et 35 enseignants dépendant des années, 3 surveillantes, 2 techniciennes en éducation spécialisée, une psychoéducatrice, une conseillère d'orientation, une psychologue, une bibliothécaire, une technicienne en travaux pratiques, une animatrice de vie spirituelle et communautaire, une secrétaire, 4 concierges, 2 directions et environ 700 parents coéducateurs, puisque, étant donné que nous faisons partie du réseau des écoles publiques alternatives, nous croyons fondamentalement au fait que les parents ont un très grand rôle à jouer, que ce soit à l'école, de jour, de soir ou à la maison, comme coéducateurs. Donc, on vous compte dans notre équipe école. Notre école offre également du soutien pédagogique de différentes formes. Donc, d'abord, pour assurer, ou en tout cas pour permettre à nos élèves de réussir et d'être motivés le plus possible, on leur offre de réaliser des projets dans tous les cours. On leur offre également des projets d'enrichissement. Donc, il n'y a pas nécessairement puis ce sont des choses qui se font là, au cas par cas, dans le sens que l'élève peut avoir un projet particulier qui lui permette d'enrichir, de s'enrichir en anglais, de s'enrichir en histoire, donc de faire des projets pas nécessairement extracurriculaires, là, qui appartiennent pas au programme, mais des projets qui vont lui permettre de devenir meilleur puis d'explorer des choses qu'il n'explorerait pas normalement. Un des éléments également avec lequel on travaille, c'est le concept d'apprentissage continu. L'apprentissage continu, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le fait de penser qu'un élève peut aller à son propre rythme. Donc, ce n'est pas de l'apprentissage qui est individualisé, mais c'est de l'apprentissage qui va permettre à l'élève d'avancer dans différentes matières à différents rythmes. On est en expérimentation en ce moment puisque notre milieu est un milieu d'innovation et de recherche-action. Hein. Les écoles alternatives sont riches en éducation et en pédagogie pour ça. Donc, c'est ce qu'on explore en ce moment. Comment faire en sorte qu'un élève puisse progresser à son rythme, mais en ne connaissant pas un apprentissage individualisé, dans le sens qu'on ne veut pas avoir juste des jeunes qui travaillent tout seuls dans leur coin. On veut continuer à développer toutes les paires de valeurs dont parlait Julie tout à l'heure, mais en essayant d'aller trouver une forme de différenciation, puis en permettant à l'élève d'avancer dans les matières dans lesquelles il est plus fort, puis parfois aussi de prendre un peu plus de temps dans une matière où il y aurait plus de difficultés. On a un système, comme plusieurs écoles, de motivation ou d'émulation, où on va souligner les bons coups,
Évidemment, à notre école, on va souligner les réussites académiques, mais on va aussi souligner tout ce qui est réussite au niveau du savoir-être et du savoir-vivre et de toutes les paires de valeurs, évidemment. Pour les élèves qui sont en difficulté scolaire, puisqu'on a des élèves de tous les horizons, des élèves qui ont beaucoup de facilité à l'école, des élèves qui, puis d'autres élèves qui ont beaucoup de difficultés. Donc, on a des enseignants ressources en mathématiques et en français qui apportent leur aide aux élèves qui sont en plus grande difficulté. Il y a également notre service d'éducation spécialisée, donc une éducatrice par cycle qui va faire un tour dans les classes pour offrir du soutien aux élèves et aux enseignants. Un des éléments qui est intéressant, c'est le coaching. C'est une chose qui est vraiment propre à notre école, puis je prends quelques minutes pour vous en parler de façon plus détaillée. Qu'est-ce que c'est le coaching? Bien, le coaching, c'est une forme de titulariat, mais qui est bien particulière puisque ce titulariat, il est fixé dans l'horaire à 15 minutes par jour. Donc, la deuxième période du matin, les élèves rencontrent toujours leur coach en sous-groupe de 20 élèves. Ce sous-groupe-là, comment il est constitué, puis c'est là que la chose devient intéressante, c'est qu'il est constitué d'un groupe multi-âge. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même groupe, on a des élèves de première à 5e secondaire qui se côtoient au quotidien. Ce que ça a comme avantage aussi, c'est que pour les enseignants qui sont permanents, donc parce qu'évidemment, on a des enseignants qui sont précaires, comme dans toutes les écoles, qui voyagent d'une école à l'autre à chaque année. Pour les enseignants qui sont permanents, bien, ils vont conserver le même groupe coaching pendant plusieurs années, ce qui fait qu'au bout du parcours, donc un élève pourra avoir eu le même coach pendant 5 ans. Et alors là, on s'attend bien à ce qu'avoir vu 15 minutes par jour la même personne pendant 5 ans, le suivi se fait très, très bien. Donc, le coach, lui, son intention première, c'est de servir de relais entre l'école et la famille. Donc, c'est le principal interlocuteur du parent. Sert à donner un coup de main, évidemment, au niveau du suivi académique. Il va connaître très, très bien votre enfant puisqu'il va le côtoyer 15 minutes par jour. Le petit groupe multi-âge, ben, un des avantages, d'abord, c'est une des caractéristiques des écoles alternatives. Il y a beaucoup de groupes multi-âge qui existent dans tout le réseau à travers le Québec. Mais ce que ça a comme avantage, c'est qu'à partir du moment où l'enfant entre en première secondaire, ben, dès la première journée, il a déjà un ancrage parce qu'il sait déjà reconnaître l'élève de 5e secondaire à qui il peut aller parler. Donc, on ne vit pas en vase clos, les jeunes se côtoient et les petits côtoient autant les grands et vice-versa. Donc, ça crée très, très rapidement une espèce d'ambiance familiale où les grands frères donnent un coup de main aux plus petits, puis parfois, les plus petits donnent un coup de main aux plus grands. Donc, le coach est vraiment la personne ressource qui va accompagner l'élève pendant tout son secondaire. C'est son accompagnateur dans la vie étudiante. Puis, évidemment, c'est une très grande source de motivation parce que cette personne-là, te connaissant bien, va essayer de t'aider à développer ton autonomie. La dernière chose qui est particulière à notre école par rapport au coaching, je vais arriver au décloisonné après, là, mais par rapport au coaching, ce qui est particulier, c'est notre soirée de rencontre de parents. Donc, après le bulletin, notre soirée de rencontre, nous, elle est un peu particulière en ce sens que c'est le coach qui fixe un rendez-vous avec le parent et l'élève et chaque parent va venir à l'école pour un rendez-vous d'une durée de 15 à 20 minutes et pendant cette rencontre-là, ben, on va faire le tour de comment s'est déroulée l'étape puis on va fixer des objectifs pour l'étape suivante. Donc, plutôt que d'aller voir tous les enseignants un après l'autre, avec une rencontre de 20 minutes, on est capable de faire un plan de match assez efficace. Les périodes décloisonnées, maintenant. Donc, c'est un autre élément, justement, pour pouvoir venir en aide à nos élèves. Qu'est-ce que c'est? Donc, décloisonner, ça le dit, c'est d'enlever les cloisons, d'enlever les côtés de la boîte. Donc, lors d'une période décloisonnée, il y en a une par jour, à la 3e période du matin. Les élèves choisissent où ils vont et ce sur quoi ils vont travailler. Donc, l'horaire est éclaté. On a une vingtaine d'enseignants qui sont disponibles et l'élève, à cette période-là, va choisir ce sur quoi il veut aller travailler. Est-ce qu'il a besoin d'aide en mathématiques? Est-ce qu'il a des questions à aller poser à son enseignant d'histoire pour un travail? Est-ce qu'il a un projet à réaliser avec une équipe d'amis en géographie? Est-ce qu'il a le goût d'aller faire de l'art plastique parce qu'il est bien avancé dans tout le reste de ses travaux? Est-ce qu'il a de l'étude en équipe à faire? Est-ce qu'il veut aller poser des questions pour devenir meilleur en anglais? Bref, tout est admis, tout est possible.
Et évidemment, je vous rassure tout de suite, chers parents, c'est pas parce que l'élève choisit où il va aller qu'on ne contrôlera pas sa présence. Hein? Donc, à la fin de la période, l'élève indique ce sur quoi il a travaillé dans son agenda et l'enseignant qui était au local avec lui va attester de sa présence. Ce que ça permet aussi, lors des périodes décloisonnées, on admet un maximum de 20 élèves par classe, ce qui nous permet justement de faire en sorte de pouvoir avoir une meilleure écoute, parce qu'avec 20 élèves maximum dans une classe, l'enseignant a plus de temps pour répondre à leurs questions. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de récupération à l'heure du midi chez nous, puisque les récupérations sont directement incluses dans l'horaire et se retrouvent à la P3 du matin, ce qui fait qu'à l'heure du midi, parce qu'on est convaincu que c'est essentiel d'avoir du temps pour respirer et pour discuter et pour s'amuser, hein, l'élève peut profiter de son heure du midi pour aller faire des activités, pour aller dîner, pour discuter avec ses amis, bref, pour se reposer un peu avant l'horaire de l'après-midi. Je passe maintenant la parole à André, qui va vous parler, entre autres, des activités parascolaires. Alors, oui, comme activité parascolaire, sur l'heure du midi, on offre la possibilité de faire du sport au gymnase. On a aussi des projets d'élèves qui sont soutenus par des enseignants et puis aussi des jeux de société dans certains locaux. Après l'école, OK. Donc, comme activité parascolaire, sur l'heure du midi, là, je ne vois pas mon diaporama. OK. Sur l'heure du midi, on offre la possibilité de faire des activités sportives dans les gymnases et puis aussi la possibilité d'avoir des jeux de société ou des projets qui sont supervisés par les professeurs. Après l'école, on offre le cheerleading. C'est une organisation qui fait qu'ils font des compétitions de cheerleading un peu partout au Québec et aussi ça se termine par une compétition à Niagara Falls où les jeunes partent faire la compétition là-bas. Il y a aussi la troupe de théâtre Illusion. C'est une troupe de théâtre formée d'élèves de l'école qui font du théâtre musical et qui vont parfois participer à des festivals et même des fois faire des voyages internationaux. Pardon? Ah. Ça marche, tu peux le dire. Ouais. OK, là, mon micro est ouvert.
Donc, on revient, on s'excuse sur le petit problème technique. Donc, en ce qui concerne les activités parascolaires, il y a la possibilité de faire des activités sur l'heure du midi. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire du sport, des activités de jeux de société ou des projets qui sont supervisés par des enseignants. Donc, après l'école, il y a le cheerleading qui est offert et aussi la troupe de théâtre Illusion. Je vais vous parler maintenant de l'horaire. OK. Donc, je vais vous parler de la semaine de 5 jours qui est à notre école, qui permet d'avoir des cours de 60 minutes. Nous avons un après-midi de congé aux 2 semaines. Ça permet aux jeunes de travailler sur leurs projets, puis aussi aux enseignants, qu'on a beaucoup de projets pédagogiques, de se rencontrer pour pouvoir planifier et organiser ces projets-là. Donc, l'école commence à 8h50. Et puis, c'est des cours d'une heure, comme je l'ai déjà expliqué. À la période 2, c'est la période de coaching. C'est une période de 15 minutes. La période 3, c'est la période décloisonnée que Isabelle a expliqué tout à l'heure. Période 4, c'est des cours académiques. Après ça, on a le dîner qui est au fond, les jeunes vont dans la place publique, puis ils vont au bistrot. Période 5, cours académiques. Période 6, dernière période de la journée. Et puis, on a une heure de cours qui se termine à 15h50. OK. Je vais vous parler un petit peu du système de motivation. Donc, on offre une carte passeport autonomie qui permet aux jeunes d'avoir des privilèges. Donc, le privilège qu'un jeune peut avoir, ça pourrait être, par exemple, d'aller à la bibliothèque si l'enseignant lui permet. Ça peut être aussi à l'occasion à la fin de l'avant-midi ou à la fin de la journée, de sortir 5 minutes avant la fin des cours. Et puis, cette carte passeport autonomie-là, elle est attribuée au début de l'année aux élèves qui sont les plus méritants par rapport à leur effort académique. Il y a aussi pendant l'année des activités récompenses comme des sorties au cinéma. Et il y a la remise de ce qu'on appelle les participatifs. Donc, les participatifs, eux, ça amène un tirage. Donc, il va y avoir un tirage de fait une fois par étape. À la fin de l'année, on remet des bourses. Donc, on a ce qu'on appelle un cursus orientant. Étant donné, comme on a dit tout à l'heure, que la pédagogie de projet, ça occupe une place importante dans notre école, on a mis en place des cours axés sur les projets. Donc, le cours de secondaire 1 s'appelle méthodologie. Ça permet aux jeunes de pouvoir apprendre à comment faire un projet. En secondaire 2, le cours s'appelle technologie du projet. On va donner des outils aux jeunes pour être capables d'aller chercher des outils pour pouvoir faire des présentations. En secondaire 3, projet personnel d'orientation. En secondaire 4, sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et en secondaire 5, c'est l'aboutissement des cours de projet, c'est le projet intégrateur. Nous allons prendre une petite pause de 2 minutes et on vous revient aussitôt. Merci.
Donc, on a fait notre correction. On revient avec la suite de notre présentation. On vient de parler un petit peu des projets dans l'ensemble de l'école. Donc, du secondaire 1 à secondaire 5, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le projet occupe une place importante. Et maintenant, on va faire la suite de notre présentation. Donc, je vais vous parler un petit peu des options artistiques. Donc, vous savez qu'une de nos couleurs, c'est les arts à l'école, mais une couleur alternative. Donc, c'est une couleur axée sur la pédagogie de projet. C'est-à-dire que dans toutes les matières artistiques, la place du projet du jeune occupe une place importante, c'est-à-dire. Et puis, c'est ça. Donc, en cinéma, le jeune va faire la planification de son film. Il va faire aussi le tournage, il va faire le montage. Et à la fin de l'année, il va avoir une présentation lors d'un festival à l'école. À chaque année, c'est quelque chose, c'est un événement important. L'autre option artistique, ça s'appelle l'option musique populaire. Donc, c'est une option qui permet aux jeunes de faire des projets axés sur leurs intérêts musicaux. Donc, un jeune peut faire un band, faire de la musique des Beatles, par exemple, ou un autre groupe qui aime plus le rock, qui va faire du Metallica. Donc, on y parle de leurs intérêts. Et les instruments offerts, ben, c'est le clavier, la guitare électrique, la basse, le chant. Donc, c'est tous des instruments qui permettent aux jeunes de réaliser des projets en musique populaire. En art plastique, vous avez différents médiums qui sont explorés lors de ce cours-là. Et puis, c'est des projets que les jeunes vont proposer à l'enseignante et puis qui vont se passer durant l'année. Apprentissage continu. Bien, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un de nos dossiers importants à l'école. Le jeune a avec lui la possibilité d'avancer à son rythme. Il va avoir tout le programme dans certaines matières et tu as des jeunes, des fois, qui vont faire 2 années dans une, mettons, en anglais ou en histoire. Donc, c'est vraiment la possibilité d'avancer à ton rythme. Et ça, c'est un gros dossier qu'on développe ici à l'école. Donc, par la suite, processus d'admission, je vais passer la parole à Julie. Alors, rebonsoir. Alors, maintenant, pour le processus d'admission, samedi prochain, à 9 h, il y a notre séance d'information obligatoire, donc elle fait partie du processus d'admission. Vous pouvez aller sur le site Internet là, de l'École secondaire de l'Agora et aller dans le processus d'admission. Il y a un lien Forms là, pour que vous puissiez aller vous inscrire à la séance. En fait, c'est un matin, alors c'est pas du tout une soirée. Et l'objectif, donc, là, c'est de s'assurer que vous puissiez poser des questions. Puis il y aura également des élèves qui seront présents là, pour vous parler des différentes caractéristiques de notre école. Donc, c'est important d'aller sur notre site Internet puis aller s'inscrire à la rencontre d'information. Ensuite, vous avez également sur notre site Internet là, plusieurs documents que vous devez compléter et nous retourner pour le 28 septembre à 16 h. C'est important aussi de vous inscrire dans la console du CSSMV. Donc, vous pouvez trouver le lien sur le site Internet du CSSMV et les documents sur le site de l'Agora. Une fois complétés, là, vous pouvez nous les retourner par courriel parce qu'évidemment, il n'y aura pas beaucoup de présentiel cette année dans le contexte des mesures sanitaires. Donc, une fois complété, vous pouvez nous retourner le tout à l'adresse courriel agora@csmv.qc.ca. Pour être dans la pige des enfants, parce qu'évidemment, là, on va regarder le nombre de places disponibles. À ce moment-là, il faut absolument que les dossiers soient complets. Il faut que tous les documents nous soient retournés là, pour le 28 septembre, 16 h au plus tard. Dans l'ordre d'acceptation, c'est d'abord la fratrie.
Alors là, on parle évidemment de tous les élèves là, qui habitent sur le territoire là, du CSSMV, donc les frères et sœurs d'abord, les gens qui proviennent des autres écoles alternatives de notre commission scolaire, de notre centre de service, et ensuite, ce sont les autres élèves du centre de service. Pour les élèves extraterritoriaux, c'est dans la deuxième portion. Je vous dirais que dans les dernières années, là, on ne s'est pas beaucoup rendu à nos élèves extraterritoriaux, malheureusement, là, parce qu'on a quand même plusieurs applications. Donc, ça, c'était pour le processus d'admission. Alors, ce qu'on veut vous dire avant de terminer, c'est que pour... j'avais oublié cette diapo-là. On vous montre une photo là, de la fin du parcours de nos élèves. Alors, on a une cérémonie des finissants à la fin de la 5e secondaire où les familles et les élèves sont invités lors d'une soirée spéciale où on remet le certificat d'études alternatives ainsi qu'une attestation d'études secondaires là, qui n'est pas celle qui est officielle, mais qui est quand même un document qu'on aime remettre à nos élèves pour leur dire félicitations d'avoir réussi leur secondaire. C'est une belle soirée, puis c'est important l'espèce de partage qui se déroule lors de cette soirée-là parce qu'on c'est notre dernier moment avec nos élèves. Alors, on voulait vous montrer cette photo de ce moment qui est toujours très agréable pour tout le monde à l'école. L'alternatif, là, si vous choisissez l'Agora, c'est vraiment dans l'optique d'aider votre enfant à développer son autonomie, sa responsabilité, puis de devenir un citoyen du monde. Et pour nous aider à faire tout ça, Isabelle l'a abordé tout à l'heure, votre participation parentale, elle est cruciale. Alors, il y a des moments particuliers où vous devez être présent. Ça, on va pouvoir vous les nommer lors de la séance d'information de samedi prochain. Alors, voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir. Alors, pour l'instant, on va prendre une petite pause pour tous ceux qui auraient des questions supplémentaires à ajouter sur le chat, sur le clavardage. Alors, on vous invite à les poser et on prend cette petite pause-là de 2 minutes là, pour regarder vos questions et on vous revient très bientôt. Merci.
Est-ce qu'on est prêt? Prêt? Parfait. Excellent. Alors, première question. Quelle est la place des sciences à l'école comme chimie et physique? Est-ce que ces options sont offertes ainsi que l'enrichissement dans ces matières? Donc, chimie et physique, ce sont des cours offerts en 5e secondaire. Ils sont offerts à nos élèves, comme dans les autres écoles. On offre également les sciences SE en 4e secondaire qui mènent à chimie physique en 5e secondaire. Même chose pour les mathématiques. Donc, à partir de 4e secondaire, les élèves peuvent avoir accès à mathématiques CST, qui est le profil dit régulier, ou le profil SN en mathématiques. Et il en va de même en 5e secondaire. Alors, moi, je vais répondre à la question concernant depuis combien de temps que notre école existe. Donc, notre école a été fondée en 1996, par la volonté d'un groupe de parents qui voulaient qu'il y ait une suite à l'école alternative primaire. Donc, au fil des ans, on a commencé avec un groupe de secondaire 2, 3 groupes de secondaire 1. Et après ça, chaque année, on a rajouté une année. Et puis, depuis les années 2000, on a du 1er au 5e secondaire. Alors, moi, je vais répondre à quelques questions sur l'admission, plusieurs d'entre celles qui nous ont été envoyées. L'an prochain, on va avoir 3 groupes de secondaire 1. Alors, on a toujours quelques élèves des écoles alternatives et quelques fratries, mais il reste toujours de la place là, pour les élèves du reste du territoire de la commission scolaire Marie-Victorin. Ce qu'il faut retenir, là, c'est que justement, on couvre tout le territoire du CSSMV. Donc, il n'y a pas de villes là, qui sont priorisées par rapport à d'autres. Vraiment, au niveau des critères d'admission, c'est d'abord la fratrie, les autres écoles alternatives, puis ensuite tous les autres élèves là, du CSSMV. Par rapport aux extraterritoriaux, je vous dirais que dans le passé, on en a déjà accepté beaucoup, mais dans les dernières années, on a suffisamment d'inscriptions sur notre territoire et on se doit de desservir d'abord notre territoire. Alors, il y a peu de chance, mais on vous encourage quand même à faire votre application parce qu'on sait que des fois, il peut y avoir des places qui se libèrent à la dernière minute. Alors, voilà pour l'admission. Deux autres questions. Donc, la première, c'est dans le désordre, là. Le diplôme remis à la fin des études, c'est bien le diplôme d'études secondaires classiques malgré le fait que vous soyez une école alternative? Oui, absolument. En bonus, on remet aux élèves qui ont su développer leur paire de valeurs un diplôme d'éducation alternative, mais tous les programmes à notre école mènent à l'obtention du DES. Donc, quand on a parlé tout à l'heure de la soirée de remise des diplômes où on disait qu'on remettait une attestation, c'est que pour les gens qui sont au primaire, peut-être que vous ne le savez pas, mais le diplôme d'études secondaires, il arrive par la poste. Donc, évidemment, on le remet symboliquement au mois de juin à nos élèves finissants, mais c'est bel et bien le DES qui mène au cégep et aux programmes qui sont offerts là. La deuxième question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est celle qui demande, peut-on changer de programme? Parce qu'à notre école, hein, on offre, c'est sûr que quand vous vous inscrivez à notre école, vous vous inscrivez parce que vous choisissez l'école alternative, vous choisissez la pédagogie innovatrice. En plus, les élèves peuvent faire des arts, puis en fait, ont le choix entre 3 arts. Il est possible, par contre, puis c'est important qu'on vous le dise dès le départ, que cet art-là que vous choisissiez, ce n'est pas celui qui apparaisse à votre horaire quand vous arrivez à l'école, parce que, dépendant du nombre de demandes, on ouvre un groupe de cinéma, un groupe d'art plastique et un groupe de musique chaque année en première secondaire. Donc, si on a beaucoup d'élèves qui ont été choisis et qui avaient demandé art plastique, par exemple, il est possible que les élèves n'obtiennent pas leur premier choix. Mais dans tous les cas, tout le monde a la base de son premier choix d'école puisque vous arrivez à l'école innovatrice. Au sujet du changement, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une concentration artistique. C'est-à-dire que si votre enfant s'inscrit en cinéma à l'école secondaire de l'Agora, il ne s'inscrit pas en cinéma. Il s'inscrit à l'école innovatrice et il a l'opportunité dans son horaire d'avoir du cinéma. Ce qui fait qu'au bout d'1 an, il n'est pas cantonné dans ce programme-là. Au bout d'1 an, il pourrait choisir d'aller explorer musique ou d'aller explorer art plastique. Comme il pourrait aussi choisir de rester pendant les 5 ans de son parcours
en cinéma et de développer cette compétence-là et de réaliser des films toujours dans cette option artistique-là. Donc oui, on peut changer de programme, mais d'une année à l'autre. On ne change pas en cours d'année. En fait, la question était concernant justement la musique, les arts plastiques. Est-ce que c'est des options, des concentrations ou c'est après l'école? Donc, c'est pendant les cours. C'est pendant vous avez 2 heures de cours d'art plastique ou de musique par semaine. Et puis, c'est pas après l'école. Par contre, les périodes décloisonnées permettent à certains jeunes d'avoir, au fond, un peu plus d'heures s'ils choisissent d'aller en période décloisonnée en musique, en art plastique ou en cinéma. Question suivante. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites en art plastique? Donc, c'est sûr qu'en art plastique, au fond, les jeunes vont travailler différents médiums. Ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, ça peut être aussi au fond, travailler avec le papier. Donc, ça dépend des projets qui sont proposés par les élèves. Alors, moi, je vais faire un blitz, 3 questions. La séance d'information, si vous êtes venu l'an dernier puis qu'on a déjà le dossier de votre enfant, vous n'avez pas besoin de refaire la séance d'information. Si votre dossier était complet l'an passé, juste appeler à l'école pour nous dire « Je souhaite réactiver le dossier de mon enfant pour l'an prochain ». Ça, c'était la première question. Ensuite, la séance d'information de ce samedi, 19 septembre à 9 h, ce n'est pas en présentiel. Le lien Teams a été déposé sur notre site Internet. Alors, encore une fois, ce sera en Teams. Puis, il y aura une période de questions encore une fois. Le nombre d'heures de participation parentale, on a surtout ciblé, je vous dirais, des événements. C'est un 6 heures grosso modo, là, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que l'Assemblée générale de début d'année, puis la rencontre des coachs, c'est obligatoire. La rencontre de bulletins de la première étape, on rencontre tous les parents et tous les enfants. Ensuite, tous les événements qui sont reliés à l'option artistique de votre enfant, vous devez y assister, comme le festival du film, il y a le concert de Noël et en art plastique, là, il va y avoir des expositions. Alors, c'est important d'être présent lors de ces événements-là. Donc, ça ferait le tour pour les 3 questions. À la question, j'aimerais avoir plus de détails sur l'apprentissage continu. Si l'élève va à son rythme, comment peut-il rencontrer les exigences du ministère pour être compétitif pour l'acceptation au cégep? Le titulaire s'assure de la progression des apprentissages à temps. C'est bien, il y a déjà une portion de réponse dans la question. Bravo, V. Donc, évidemment, on permet à l'élève de progresser à son rythme, mais avec des dates butoirs, puisque c'est comme dans n'importe quoi, un adolescent à qui on dirait apprend sans qu'il y ait de date, ça ne fonctionnerait pas. Donc, les enseignants s'assurent que l'élève progresse. Quand on dit progresser à son rythme, bien évidemment, c'est possible qu'un élève prenne 1 an et demi pour réaliser son français de 2e secondaire et c'est possible qu'un élève prenne la moitié d'une année pour réaliser son histoire de 4e secondaire. Donc, l'essentiel, c'est que rendu en 5e secondaire, les élèves, dans le fond, atteignent les exigences, comme vous dites, pour être compétitifs. Donc, oui, le titulaire s'en assure, les enseignants travaillent là-dessus aussi, puis il y a un rythme de base qui est soumis et l'élève, dans le fond, lui, là-dedans, va naviguer. Mais il y a beaucoup de choses qui sont propres à chaque élève. Donc, je vous mentirais que de vous dire que ce soir, je peux vous donner tous les détails, mais pour le vivre actuellement, surtout en anglais et en histoire, ça fonctionne assez bien. Deuxième question, c'est quels sont les prérequis obligatoires pour l'entrée à l'école? Bien, les prérequis obligatoires, c'est simple, c'est d'avoir réussi sa 6e année, puis d'être un élève qui puisse être admis. On a dit tout à l'heure qu'au niveau des élèves extraterritoriaux, c'est plus difficile, étant donné la recrudescence de notre clientèle au CCSMV, au CSSMV, pardon, mais il n'y a pas de prérequis obligatoire. Donc, on accueille autant les élèves qui ont beaucoup de difficultés que les élèves qui ont beaucoup de facilité. Un des prérequis, je vous dirais, ce serait la volonté
de venir vivre dans une école alternative, la volonté de devenir responsable, autonome, puis de réaliser des projets. Ce sont vraiment ces prérequis-là. Dernière question pour ma part, à quoi ressemble le ratio nombre de demandes d'inscription versus nombre de places disponibles? Puis ça m'amène aussi à une autre question. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé est-ce qu'il reste des places une fois qu'on a éliminé la fratrie et la provenance des écoles alternatives pour les autres élèves du centre de service scolaire? Donc, je vous rassure tout de suite, chaque année, on accueille un grand nombre d'élèves qui n'ont pas de frères et sœurs à notre école et qui n'ont pas fréquenté d'école primaire alternative de notre centre de service scolaire. Au niveau du ratio, par contre, on a besoin de vous dire que chaque année, depuis quelques années, on a une liste d'attente qui peut être plutôt longue. Donc, l'année passée, on avait une liste d'attente d'au moins 75 élèves pour à peu près 90 places disponibles. Donc, c'est peut-être 1 pour 1, je vous dirais, nombre de demandes versus nombre de places disponibles. Donc, le double de demandes pour le nombre de places, ça, c'était celui de l'an passé. On verra cette année comment ça se profile. Quelqu'un d'autre a des questions? Alors, il y avait plusieurs questions là, concernant le projet à déposer. Alors, parmi les documents d'admission que vous devez déposer, votre enfant doit nous montrer un projet qu'il a fait. Ça peut être à l'école ou à l'extérieur. C'est pas très important. En fait, là, ça peut être un montage photo. Ça peut être un texte qui décrit quelque chose qu'il a déjà fait. Ça peut être une vidéo. Donc, quelque chose qui est sur un support numérique là, que vous pouvez facilement là, nous transmettre par courriel. Donc, ça répond à la question des projets à soumettre. J'y arrive. Alors, 2 questions. D'abord, bonsoir, y a-t-il des cours magistraux? Bien, nos profs vont varier les approches. Donc, les cours magistraux, ce sont les cours où l'enseignant est devant et va donner des cours aux élèves qui, la plupart du temps, sont assis à leur place, en état d'écoute ou en situation d'écoute. Donc, il y a certains cours magistraux, parce qu'on ne pourrait pas vous dire qu'on est constamment en projet, sauf que les enseignants vont essayer de varier au fil des jours, au fil des heures, puis même à l'intérieur d'une même heure. Donc, cours magistral pour certains, notes de cours qu'on peut prendre à ce moment-là. D'autres, ce sera plus des cours ateliers. D'autres, des cours où est-ce que les élèves, par le projet ou par les ateliers, font des apprentissages par eux-mêmes. Donc, il y a une multitude de façons d'apprendre. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est d'adapter ces façons d'apprendre-là aux élèves, mais aussi au style des enseignants. Parce que s'il est vrai qu'on respecte le style des élèves, on essaie aussi de respecter le style d'enseignement des enseignants. Mais ce serait de vous mentir que de vous dire que les élèves ne sont jamais assis à écouter ce qu'un enseignant donne comme consigne à l'avant. Deuxième question, c'était qu'arrive-t-il si un élève atteint les objectifs académiques plus rapidement? Donc, c'est là que l'apprentissage continu joue un rôle important, puisqu'un élève qui irait plus rapidement qu'un autre, évidemment, il va progresser d'une année à l'autre. Donc, si, par exemple, en 2e secondaire, il va un peu plus vite et il réussit à faire son programme d'histoire-géographie en une demi-année, bien, l'enseignant est outillé pour le faire avancer tout de suite en 4e secondaire et ainsi de suite. Un élève qui arrive en 5e secondaire et qui aurait, par exemple, commencerait son année en septembre et qui aurait déjà fait tous les cours qu'il avait à faire, disons, en mathématiques, parce qu'il aurait avancé plus vite, bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire avec lui, c'est qu'on va lui faire un projet personnel ou ça va être un projet personnel d'enrichissement. Donc, à ce moment-là, il n'assiste pas aux cours de mathématiques parce que c'est le cas de figure dont il est question maintenant, mais il va aller travailler sur autre chose, mais il va soumettre ce projet-là à son prof de maths, à son coach, à ses parents, puis à la direction, et il va nous proposer, dans le fond, des alternatives, il va nous dire qu'est-ce qu'il a le goût d'apprendre. Donc, ce n'est pas un allègement de la tâche, c'est juste une tâche qui sera un peu différente parce que l'élève a fait tout ce qu'il avait à faire au niveau de son parcours. Donc, c'est ce qui arrive si un élève atteint les objectifs académiques plus rapidement et ne peut plus avancer parce qu'on ne pourra pas lui donner de cours collégiaux au secondaire. On s'en va vers le projet personnel à ce moment-là. Moi, je vais répondre à la question suivante. Ça concerne la présentation des projets. Est-ce que tous les projets donnent lieu à une présentation devant le groupe?
Ça dépend. En fait, les projets sont présentés une fois par année. On fait une soirée de projet. Donc, on convie tous les jeunes à présenter leur projet une fois par année à la fin de l'année. Mais dans les cours, ça dépend du type de projet et de l'enseignant. Donc, moi, selon quand je pense à la musique, ben des fois, je vais demander aux jeunes s'il est prêt à présenter devant le groupe. Mais des fois, s'il est trop timide ou quelque chose, ben là, je vais faire différemment. Ça va peut-être aller plus tard dans l'année. Question suivante, à quel type d'enfant ce type d'approche convient le mieux? Moi, j'ai envie de dire que ça convient à tous les types d'enfants. La démarche est différente, mais on arrive avec les examens du ministère à la fin de l'année, du secondaire 4 et 5, et puis le jeune va être équipé pour aller au cégep. J'aurais envie de dire aussi que le jeune va avoir développé de l'autonomie, donc il va être préparé à, justement, quand tu arrives au cégep, ben, on te demande d'être très autonome. Ben, pendant son passage à notre école, il va avoir développé cette habileté-là. Alors, il y avait une question au sujet des groupes multiniveaux. Alors, de quelle façon est-ce qu'ils sont formés? En fait, quand on a des frères ou des sœurs qui entrent à l'Agora, on les place dans le même groupe coaching que le grand frère ou la grande sœur. Et pour le reste, honnêtement, c'est assez aléatoire là, au niveau de la formation de ces groupes-là. Des fois, il y a des demandes particulières, puis on voit s'il y a un coach qui est plus approprié qu'un autre, mais je vous dirais que de façon générale, ça se passe plutôt bien. Il y avait une question aussi sur la diversité ethnique. Écoutez, j'ai pas les chiffres en tête, malheureusement. Là, on avait fait un peu le topo l'an dernier quand on a travaillé sur le projet éducatif, mais je m'en souviens pas du tout. Alors, sauf que il y a une très grande diversité ethnique aussi. Donc, ma réponse est un peu vague, là, mais on a des gens qui proviennent de partout. Voilà. Question ici, à quoi ressemble une semaine type en première secondaire? Quels sont les cours obligatoires? Donc, les cours obligatoires en première secondaire sont français, mathématiques, anglais, univers social qui est constitué de géographie et histoire, éducation physique, éthique et culture religieuse, puis un cours d'art, donc soit cinéma, soit musique, soit art plastique, puis un cours de sciences pour compléter le tout. Puis évidemment, ben, à quoi ressemble une semaine typique en première secondaire chez nous? Tous les jours on a un horaire sur 10 jours et l'élève, dans le fond, a 5 périodes par jour, dont une décloisonnée, plus un coaching de 15 minutes. Donc, peut-être que ça vous répond là, au cursus, là, aux cours qui sont obligatoires. La deuxième question que je trouvais intéressante, ben, en fait, de la rappeler, est-ce qu'une inscription en provenance d'une école de la commission scolaire Riverside est admissible? Quelles sont les chances d'admission? Quel est le code vestimentaire de l'école? Donc, la première portion, on y a déjà répondu en disant que les élèves qui ne font pas partie de notre centre de service scolaire à cause de l'augmentation de la clientèle ont peu de chances d'être admis dernièrement. Au sujet du code vestimentaire de l'école, par contre, ben, il est plutôt simple. Nous n'avons pas d'uniforme à notre école. Donc, on demande aux élèves et à chaque année, on revoit avec les élèves les différents éléments de notre code de vie, donc du code vestimentaire. Le seul moment où on demande un uniforme, c'est en éducation physique. Donc, les élèves doivent se procurer l'uniforme d'éducation physique pour pouvoir le porter, puis ça permet de faire en sorte qu'un élève doive se changer après son cours. Sinon, pour le reste, le code vestimentaire, bien, on demande à ce que les élèves aient une tenue qui soit décente, autant au niveau du vêtement que du message que ce vêtement-là peut dans le fond, transmettre aux gens. Donc, on leur demande de ne pas porter de vêtements qui contiendraient des propos haineux ou violents, ou dégradant pour les autres et pour soi-même. Alors, au niveau de la démarche d'admission, là, il y a plusieurs questions. Alors, il n'y a pas de test. L'idée, c'est que vous envoyez tous les documents et une fois qu'on a un dossier complet, on vous place dans la pige. C'est vraiment un système de pige. Il n'y a pas de sélection de jeunes qui seraient meilleurs qu'un autre. L'idée, c'est vraiment pour le jeune. Vous allez voir que la place du jeune dans la démarche d'admission, elle est importante. On veut s'assurer que non seulement le parent est prêt à s'engager dans cette démarche-là, mais qu'aussi l'élève, c'est ce qu'il désire. Donc, c'est pour ça que notre démarche, il y a quand même plusieurs documents à nous remettre.
puis des projets à soumettre. J'avais quelqu'un qui me demandait aussi ce serait quoi un projet qu'il pourrait présenter. Fait qu'on a des élèves des fois qui vont nous envoyer la photo d'une toile qu'ils ont peinte ou encore une maquette qu'ils ont construite. Ils vont nous faire visionner un film qu'ils ont tourné. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles de nous présenter. Votre imagination est la seule limite. Alors, voilà pour cette question-là. Et il y avait des questions sur si les élèves peuvent arriver en cours de parcours. Alors, oui, c'est possible d'arriver. Les ratios, dans le fond, à partir de la première secondaire, en première secondaire, le nombre maximum d'élèves, c'est 28 par groupe. En deuxième secondaire, 29. Et en 3, 4, 5, c'est 32 élèves par groupe. Alors, on a toujours de la place aux différents niveaux à chacune des années. Donc, n'hésitez pas à appliquer à notre école. Question. S'il y a un cas d'intimidation, comment votre école aborde-t-elle le problème? Donc, comme dans toutes les écoles du Québec, on a un protocole pour contrer l'intimidation et la violence en milieu scolaire. Donc, l'avantage, je vous dirais, à notre école, c'est qu'étant donné qu'on est très peu et que les élèves se connaissent bien, je ne dirais pas qu'il n'y a jamais de cas d'intimidation, sauf que les choses se règlent habituellement assez rapidement. Les élèves sont sensibilisés chaque année, en début d'année, sur le fait qu'on doit absolument dénoncer l'intimidation. Et on a une intervenante à l'école qui, elle, recueille les plaintes et va au fond du dossier. Donc, on ne déroge pas et je vous dirais que toutes les écoles du Centre de service Marie-Victorin ont ce même protocole-là. Deuxième question, pouvons-nous porter du maquillage autant extravagant que discret? J'aime beaucoup ça, cette question-là. Évidemment, les cheveux de couleur, le maquillage extravagant et discret, tout cela est admis chez nous. C'est une façon, évidemment, de s'exprimer qu'on juge intéressante et importante, en autant que ce ne soit pas dégradant et que ce ne soit pas insultant pour les autres. Évidemment, si quelqu'un se sent insulté par les cheveux bleus de l'autre, on en discutera. Mais sinon, il n'y a pas de limite quant au maquillage permis à l'école. Oui, je vais répondre à la question concernant la place des sports à l'école. Donc, le sport occupe une place importante. Sur l'heure du midi, il y a des activités sportives qui sont organisées. Après l'école, il y a des fois, il peut y avoir des activités intramuraux. Et s'il y a un intérêt d'un groupe d'élèves, on peut faire une activité, un projet avec, c'est déjà arrivé, faire du basketball au niveau interscolaire. Il y a aussi, naturellement, le cheerleading qui occupe une place importante après l'école. Il y a une question, en fait, il y a quelques questions sur soit un enfant qui a des difficultés ou un enfant qui a de la douance. Bien, comme dans toutes les écoles du Québec, chaque enfant a sa place. On travaille fort avec nos éducatrices spécialisées puis avec les enseignants pour développer nos manières d'adapter notre enseignement puis les apprentissages pour correspondre au rythme de chacun des enfants qui sont à l'école. Écoutez, je vous mentirais si je vous disais que tout est parfait, sauf qu'on travaille drôlement fort avec eux. Et le fait que ce soit une petite école, on connaît nos élèves vraiment très bien, on connaît leurs forces, on connaît leurs défis. La communication entre le coach et la famille est vraiment centrale, est une pierre angulaire de notre façon de fonctionner à l'Agora. C'est super important que la collaboration soit fluide entre l'école et la maison. Donc, je ne suis pas très inquiète, ni pour un enfant qui a un TDAH, ni pour un enfant qui a une douance. Tout est possible. On travaille très fort à ce niveau-là. Puis je pense que notre équipe école démontre une très grande ouverture face aux différences. Voilà.
Pour poursuivre dans la même veine, il y avait une question de quelqu'un qui disait qu'elle aimait beaucoup la question d'une autre personne, qui demandait est-ce qu'il y a un type d'enfant pour lequel cette approche n'est pas idéale, possible de nous donner une réponse approximative. On dit souvent que si une école alternative ne peut pas accueillir un élève X, ben, il devrait pouvoir accueillir personne. Évidemment, je vous dirais que l'essentiel chez nos élèves, c'est qu'ils doivent être au courant que chez nous, on intervient, on entretient beaucoup de relations avec l'adulte. Donc, l'enseignant, la surveillante, l'éducatrice spécialisée, les directions, nous sommes des partenaires au même titre que vous, comme parents, puis au même titre que l'élève. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie à l'école, puisqu'évidemment, dans une classe, l'enseignant est là pour pouvoir s'assurer que tout le monde puisse apprendre. Sauf que je vous dirais un type d'enfant pour lequel l'approche ne serait pas idéale, ce serait sans doute l'enfant qui refuserait d'entrer en contact avec des adultes et qui refuserait d'essayer de faire un bout de chemin dans sa responsabilisation puis dans son autonomie. Sinon, l'essayer, je dirais, en l'essayant, c'est de cette manière-là qu'on voit si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. C'est comme pour n'importe quelle école. Je ne peux pas vous dire que ça convient à tous, sauf que généralement, quand les élèves y entrent, ils sont là pour y rester. Je ne sais pas si c'est une réponse assez approximative. Donc, étant donné qu'il n'y a pas tant de nouvelles questions qu'on souhaitait publier, nous allons prendre quelques instants pour vous laisser le temps de nous envoyer vos autres questions et on vous revient tout de suite après. Parfait. Vous êtes excellent. C'est bon, je clique. Alors, quelques questions en fait sur le transport scolaire. Alors, peu importe d'où vous provenez là, sur le territoire du CSSMV, les élèves sont transportés. Cette année, on a seulement un autobus jaune. Là, tous les autres élèves voyagent en RTL et donc la carte opus à ce moment-là est remise
en début d'année à l'élève et l'élève peut prendre l'autobus gratuitement toute l'année. C'est entre 8h et 18h, je pense, les heures, les jours de semaine, les jours d'école où le transport est gratuit en RTL. Voilà pour le transport. De mon côté, 2 questions. D'abord, quelle est la relation entre le primaire et le secondaire dans les mêmes murs? Donc, il faut savoir qu'on cohabite depuis janvier seulement, puis ensuite, il y a eu quelque chose de complètement insolite que vous ne savez probablement pas, la pandémie et le confinement. Donc, on s'est quitté au mois de mars et on apprend à présent à vivre ensemble, le primaire et le secondaire. On a fait en sorte que le matin, l'horaire soit sensiblement le même, jusqu'à l'heure du midi des élèves du primaire, pour qu'on puisse faciliter les projets entre les élèves du secondaire et du primaire. On a choisi de ne pas forcer la chose. Évidemment, en ce moment, dans le contexte actuel, parce que vous savez que les jeunes vivent dans des groupes bulles, donc il n'y a pas de place pour les projets qui pourraient se vivre primaire, secondaire. Mais quand la normalité nous reviendra, ou en tout cas, quand on n'aura plus ça qui nous pendra au bout du nez, on fait en sorte que les enfants du primaire et du secondaire se côtoient au quotidien, ils se voient et c'est vraiment, ça se passe très, très bien. Au niveau de notre école, c'est une école sur 3 étages. Donc, le rez-de-chaussée, il y a des aires communes. Au premier étage ou au deuxième étage, comme on l'appelle, ce sont les locaux plus de tourterelles, avec certains locaux du secondaire, entre autres musique et des classes de 4e secondaire cette année. Et le 3e appartient complètement à l'Agora. C'est là, dans le fond, que tous les locaux spécialisés se trouvent pour les élèves du secondaire. Donc, la relation, je vous dirais qu'elle est à développer, mais étant donné que ce sont des parents de l'école Tourterelle qui, à l'époque, en 96, ont fondé l'Agora, il n'y a vraiment pas de grande différence entre nos 2 projets éducatifs, entre nos approches puis entre nos valeurs. Donc, la chose se vit pour le moment très bien et risque d'aller de mieux en mieux avec des beaux projets qui vont naître. Deuxième question, c'était au sujet des services au dîner. Est-ce qu'on a une cafétéria? Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure. Non seulement on a une cafétéria à l'école, mais on a un bistrot, donc une cafétéria coopérative qui a été fondée il y a quelques années par une maman qui a eu ses 4 enfants à notre école et qui maintenant, pas les enfants, en fait, oui, une de nos anciennes élèves y travaille. Donc, cette maman-là a fondé le bistrot de l'Agora, qui est un service de cafétéria, un service de traiteur aussi, et on se sert des élèves. Donc, les élèves peuvent avoir une carte de membre, puisque c'est une coopérative, payer un peu moins cher leur repas. Et chaque midi, ce sont des élèves qui, avec nos cuisinières, font le service des élèves qui viennent acheter un repas. Et les élèves au service, après, ont un repas qui leur est fourni gratuitement. Ce n'est pas le cas maintenant. En période COVID, on ne met pas d'élèves derrière le comptoir, je vous rassure, sauf que c'est quand même le principe de notre cafétéria coopérative. Moi, je vais répondre à une question concernant les projets. Quelqu'un nous demande quels sont les types de projets que l'on fait à notre école. Donc, ils sont très, très, très variés. Donc, ça peut être un projet en secondaire 1 et 2, ça va être des projets de type multidisciplinaire. Exemple, on peut prendre comme thématique un monde imaginaire. Et les élèves vont faire des projets en français, en géographie, en plusieurs matières, en fait, autour de ce thème-là. Les plus vieux, mettons, les secondaires 4 et 5, peuvent faire des projets de type d'entrepreneuriat. Un groupe d'élèves peut, par exemple, faire une compagnie qui fabrique des savons. Un autre peut fabriquer un jeu vidéo. Alors, c'est très varié et c'est souvent extrêmement intéressant. Quelqu'un demandait concernant la musique, des types de projets en musique. Eh bien, en musique, ça peut être, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça peut être de la musique classique comme du jazz, comme de la musique populaire. Et puis, à chaque année, on a un événement qui s'appelle l'Agora, qui est un festival en plein air. Pendant toute une journée, on monte une scène et puis les groupes de musique vont faire des prestations et puis il y aura des activités en même temps. Alors, 2 questions. Question sur l'utilisation du cellulaire à l'école. Une très, 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 très bonne question. On adore le cellulaire. Alors, nos élèves à l'école, on leur apprend à l'utiliser de façon intelligente là, donc, et éducative. Donc,
étant donné que dans l'école, on a un certain nombre d'ordinateurs et d'iPads, on peut en fournir aux élèves. Quand c'est pas possible, ça se peut que si l'élève a un cellulaire entre les mains, on lui dise, ben, tu peux aller faire ta recherche sur ton cellulaire. Il y a des moments, par contre, où ça ne sera pas autorisé, mais quand c'est utilisé de façon pédagogique, ça l'est. Durant le coaching, des fois, si le prof est en train de rencontrer d'autres élèves, on n'interdira pas l'utilisation du cellulaire. En fait, s'il y avait des situations, on intervient là, directement auprès de ces élèves-là. Quand c'est utilisé de façon pas correct. À ce moment-là, le cellulaire, il est confisqué. 5 jours la première fois et 10 jours la deuxième fois, et c'est le parent qui doit venir le chercher. Donc, il y a quand même un encadrement au niveau de l'utilisation du cellulaire. Deuxième, j'ai oublié le reste de la question, j'ai juste écrit un mot-clé. Alors, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Donc, ici, j'ai une question concernant les arts plastiques. Est-ce qu'on fait des voyages spéciaux? En ce qui concerne les arts plastiques, on va faire tout le temps une sortie au début de l'année au musée. Donc, on va aller voir le musée des Beaux-Arts. Et puis, en ce qui concerne les voyages, ben écoutez, il y a la Troupe Illusion, on fait des voyages tous les 2 ans. On va souvent à Trois-Rivières, au Festival de théâtre de Trois-Rivières. Et puis, il y a aussi le groupe de cheerleading qui va à Niagara Falls à chaque année. Donc, une question ici, je vais retourner dans les publiés. Parmi vos finissants, avez-vous l'impression qu'une bonne proportion se dirige vers un DEP, études collégiales techniques ou études collégiales générales, tiers? L'an passé, pour avoir répertorié la chose lors de notre soirée justement de remise des certificats, sur nos 63 finissants, il y en avait, là, si ma mémoire est bonne, là, mais je peux me tromper à quelques chiffres près, il y en avait 4 qui se dirigeaient vers le DEP. Il y en avait au moins une trentaine qui se dirigeaient en études collégiales techniques et il y en avait au moins une vingtaine qui se dirigeaient en études collégiales plus générales qui menaient vers un diplôme universitaire. Puis, il y en avait quelques-uns, peut-être 3, je pense, qui se dirigeaient pour aller faire des cours pour compléter leur formation ou choisissaient d'aller sur le marché du travail. Donc, nos finissants, puis ça dépend toujours des cohortes, ont tout ce qu'il faut pour pouvoir se rendre ensuite soit à un DEP, soit aux études collégiales techniques ou études collégiales générales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aime bien partir des besoins de l'élève et surtout de ses forces et de ses difficultés pour l'aider à s'orienter. Raison pour laquelle notre conseillère d'orientation travaille très, très fort pour donner un coup de pouce, puisque, on le sait, hein, les études universitaires, c'est loin d'être la seule issue et la seule façon de s'accomplir dans la vie. Donc, on encourage, dans le fond, n'importe quel type de formation post-secondaire, que ce soit DEP ou DEC, technique ou plus générale. Les activités parascolaires, là, il y a eu quelques questions. L'an dernier, on avait cheerleading, on avait cuisine et on a eu du basketball. Évidemment, ça dépend beaucoup de l'intérêt des élèves. C'est une petite école, alors on y va avec l'intérêt qui est démontré par les enfants. Et ensuite, là, on organise l'activité, mais je vous dirais que de façon générale, là, nos élèves, ils aiment beaucoup exprimer leurs opinions, puis elles sont régulièrement entendues, leurs opinions. Donc, s'il y a quelque chose qui leur tente davantage, là, on s'organise pour que ça puisse se réaliser, puis on les accompagne là-dedans. On a plusieurs élèves, là, je saute du coq à l'âne, mais on a des élèves là, qui régulièrement organisent des voyages étudiants. Donc, ils choisissent la destination, ils organisent les campagnes de financement. Donc, on a cette ouverture-là là, de modifier un peu l'offre de services là, dépendamment des intérêts qui nous sont donnés. Voilà.
une question concernant les sports qui sont offerts sur l'heure du dîner. Alors, il y a une variété de sports qui sont offerts. En général, on donne la chance à tous les types de sports. Exemple, le lundi, ça pourrait être le volleyball, le mardi, le basket. Il y a aussi des fois le badminton qui est offert ou même le soccer. Donc, c'est vraiment en fonction des intérêts des jeunes. Et puis, c'est organisé là, avec la personne qui est responsable, qui supervise le gymnase sur l'heure du midi. Question ici. Mon fils aimerait savoir à quelle fréquence il pourra travailler sur le film. Donc, en cinéma, les élèves ont à leur horaire 4 périodes formelles par 2 semaines, donc 4 heures par 2 semaines, mais ils ont également 2 décloisonnés auxquels ils peuvent choisir en fait, 2 décloisonnés formels, mais ils pourraient venir travailler dans d'autres décloisonnés. Donc, au minimum, l'élève va travailler 4 heures par 2 semaines sur son film. En fait, au bout d'une année, habituellement, et je parle de connaissance de cause, c'est moi qui ai enseigné le cinéma pendant 8 ans à l'Agora. C'est la première fois que je suis directrice adjointe ce soir. Mais pour l'avoir enseigné 8 ans et avoir monté le programme, un élève va réaliser entre 5 et 7 courts-métrages par année. Donc, des courts-métrages, on parle de films qui vont durer entre 1 minute 30 et 5 minutes. Donc, un élève a toujours le loisir de travailler plus sur son film, mais au minimum, il y a son 4 heures de période formelle par 2 semaines. Une question concernant le cinéma, encore une fois. Donc, si un enfant est moins à l'aise devant la caméra, on ne le forcera pas à être devant la caméra. Il y a tout plein de métiers à pratiquer derrière la caméra. Donc, c'est pas la première fois non plus que ça arrive. On en a eu plusieurs des élèves là, qui n'étaient pas prêts à aller, j'en connais quelques-uns, alors qui n'étaient pas à l'aise de jouer. Et inquiétez-vous pas, on a suffisamment d'acteurs dans le reste de l'école pour combler les autres rôles. Ensuite de ça, l'enseignement à distance, là, c'est quoi notre stratégie? Écoutez, on a eu une grosse pratique au printemps. Je vous dirais que nos enseignants ont pu explorer d'abord l'application Teams, mais on continue de se former puis de se préparer en cas de reconfinement. Mais donc, on a une équipe de profs là, qui sont comme plus spécialistes dans le domaine et qui soutiennent leurs collègues là, de façon très, très, très régulière et de façon très rapprochée. Donc, voilà où on en est avec l'enseignement à distance. J'ai une question concernant la technologie. Donc oui, la technologie occupe une place importante ici à l'école. Autant ce qu'on appelle la classe inversée dans les cours d'histoire, dans les cours d'entrepreneuriat, dans différents cours comme ça, il y a possibilité d'avoir le programme en ligne et puis tu peux répondre en ligne à faire les devoirs, etc. On a un cours qui s'appelle Multi-Arts aussi, qui est axé sur justement l'intégration des technologies avec les arts. Dans le cours de Multi-Arts, tu vas développer des logiciels comme Photoshop, tu vas travailler avec des logiciels de musique comme Logic Pro. Tu vas travailler aussi à la construction d'un site web. Donc, c'est vraiment la présence des technologies dans les cours, c'est quelque chose qu'on voit qui est omniprésente, là. Question. Bonsoir, est-ce qu'il y a un journal étudiant ou toute autre activité parascolaire autre que le sport? Oui, puis souvent les activités parascolaires vont être des intérêts des élèves. J'ai volé la question à ma collègue Julie. Je vais lui laisser l'autre après. Je suis désolée. Donc, on va partir des intérêts des élèves pour pouvoir les développer. Donc, des années, quand on a des cohortes de gens qui sont plus sportifs, on va faire ça. Donc, il y a un petit peu, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Radio étudiante, journal étudiant. On fait même du trollball. Donc, pour les amateurs de grandeur nature, on a eu du trollball à l'école pendant quelques années. On a encore tout l'équipement. On a, à l'heure du midi, des élèves qui aiment bien aller jouer à Magic et à Donjons et Dragons. D'autres qui préfèrent faire des jeux de société. Donc, d'autres qui vont simplement jouer au soccer à l'extérieur. Donc, il y a plein de possibilités. Est-ce qu'on a un conseil d'élèves? Donc, oui. Chaque année, il est créé. Cette année, malgré le fait qu'on soit en situation de groupe bulle, on va avoir un conseil d'élèves avec un représentant par classe. Les élèves vont se rencontrer par Teams. Donc,
ce qu'on fait en ce moment. Puis, les élèves, eux, dans le fond, apportent leurs propositions. On trouve, en fait, l'élève est le partenaire essentiel à l'école. Donc, il y a beaucoup de consultations et beaucoup de démocratie dans notre école. Veux-tu répondre à une de celles que j'ai publiées, Julie? À quel moment on sait dans quelle concentration on est? Vas-y. D'accord, donc elle me la laisse. À quel moment on sait dans quelle concentration on est? Bien, hélas, vous savez, quand vous êtes admis à l'école, ça on vous le dit assez rapidement, une fois que la console est terminée et que le processus d'application, le processus d'inscription est complété. Donc, vous savez d'emblée que vous êtes à l'école secondaire de l'Agora. Maintenant, votre option artistique, vous ne la connaîtrez pas avant le mois d'août. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des déceptions qui arrivent au mois d'août. Donc, il faut se mettre en tête que si vous inscrivez votre enfant à notre école, il est inscrit d'abord dans une école à pédagogie innovatrice et ensuite, on va faire de notre mieux pour lui offrir son premier choix d'option artistique, mais il est possible, et il y en a à chaque année, qui vont se retrouver avec leur deuxième choix. Donc, c'est important de l'avoir en tête puisque le choix d'option ne sera connu qu'au moment où les horaires sortent, c'est-à-dire à la fin août. Alors, je réponds à 2 dernières questions. Il y en avait une sur les sorties éducatives. Alors, quelqu'un posait la question, est-ce qu'il y a des sorties en théâtre? Ce qu'on essaie de faire vivre à nos élèves, ce sont 2 sorties par année, par niveau. Et donc, il y a toutes sortes de possibilités. Là, souvent, dans les concentrations, dans les options artistiques, là, il y a des sorties qui sont faites là, vraiment en lien avec l'option, mais il peut aussi y avoir des sorties en histoire et géo. Là, par exemple, allez-vous visiter le musée de train? Et il y avait plusieurs questions, encore une fois, là, sur des examens d'admission. Nous n'avons pas d'examen d'admission. Alors, dans le processus d'admission, ce qui est vraiment important, c'est d'aller sur notre site Internet et là-dessus, vous allez trouver tous les documents que vous devez remplir. Il y a une fiche d'inscription, il y a un questionnaire de l'élève, un questionnaire du parent, un questionnaire aussi pour l'école primaire qu'ils doivent compléter, puis la remise des projets, du projet de l'élève. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Écoutez, la soirée tire déjà à sa fin. Alors, je voudrais vous remercier de votre participation. Vous êtes nombreux avec nous ce soir. Vous avez eu tout plein de bonnes questions. Évidemment, on n'a pas pu répondre à tout. Ce que je vous invite à faire, c'est de nous écrire à l'adresse courriel suivante, agora@csmv.qc.ca. Et il y a une personne là, qui est attitrée à l'admission à l'école, donc qui va répondre dans les prochains jours à toutes vos questions. Si jamais il y a quelque chose de particulier, vous pouvez aussi nous appeler à l'école sans problème. On a hâte de vous rencontrer, pour vrai, pas en virtuel. C'est beaucoup plus agréable de voir vos visages que de répondre à des questions écrites. Ça nous donne toujours un sentiment plus chaleureux. Je vous répète qu'à l'Agora, on est une grande famille. À la fin du parcours d'un élève, le lien qui a été tissé entre le coach, l'élève et sa famille est très, très fort. Il y a des larmes à la fin du secondaire quand on se quitte. Donc, si vous désirez retrouver cette espèce d'esprit communautaire ou familial-là, l'Agora est un beau milieu de vie. On vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes accepté, là, si vous êtes pigé dans notre école, là, bienvenue dans la famille de l'Agora. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. À bientôt.